Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Entre déballage et tension au menu du procès du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus font face au juge. 5e jour d'interrogatoire. Sur le fond, nous irons au palais de justice de Dakar. Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies, présentement auditionné comme témoin. Idrissa Seck, très mal placé pour attaquer le président Macky Sall par rapport à la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Propos de Mame Mbaye Niang, ce responsable du parti APR, rappelle au président de Réumi son passé carcéral et ses propos sur sa gestion des fonds politiques sous le magistère du président Abdoulaye Wade. L'IED dans la rue cet après-midi, la transparence des élections et la libération des otages politiques au menu de la manifestation de l'initiative pour les élections démocratiques. Est-ce un argument valable? Réponse avec Georges Dété Diop. Va-t-on vers une pénurie d'oignons sur le marché? L'oignon local disponible que dans un mois alors que l'oignon importé a été gelé. La SCOSEN interpelle l'État. Plus de cas de dengue au Sénégal. Révélation du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, sera dans ce grand journal. Le grand journal, c'est également la page internationale. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. Macky Sall à Nouakchott, le Sénégal va-t-il faire son entrée dans le G5 Sahel? La France est soupçonnée de faire du lobbying en faveur du Sénégal. Violence post-électorale en Guinée. Le dernier bilan fait état de 5 morts. Au moins 50 personnes ont été arrêtées. Puis ce scandale sexuel au Mali, 14 personnes interpellées en 72 heures. Elles sont impliquées dans des affaires de pédophilie, viol et diffusion de vidéos à caractère pornographique. Merci Anna. Les sports, c'est l'affaire de Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Binta Diallo. Quels sont les temps forts du journal des sports? Football, début des par clubs sénégalais en compétitions africaines. Amara Traoré, ancien sélectionneur de l'équipe nationale, appelle à l'unité autour de Génération Foot et de Mbour Petite Côte, dit-il, pour réécrire l'histoire de la participation de nos clubs en Coupe CAF et dans Ligue des Champions. Basketball, début de la Ligue 5 du championnat national. Duc AS Douanes en attraction chez les garçons. Appui du CNOS à la Fédération sénégalaise de handball. Le président Seydou Diouf salue le geste et promet des résultats à la prochaine Coupe d'Afrique. Les tracasseries au niveau de nos frontières dans l'espace CEDEAO, on en parle d'un point de vue. Ce sera à partir de 12h30. À la technique de ce grand journal, il y a Vincent Diop. À la présentation et avec un immense plaisir à Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le procès de Khalifa Ababacar Sall se poursuit au tribunal correctionnel de Dakar. Le maire de la capitale qui depuis fait des déballages, il a eu à avancer des noms de certains qui ont eu à solliciter en soutien de la caisse d'avance. Les présidents Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Macky Sall ont été nommément cités par Khalifa Ababacar Sall. Mohamed Alimou Abba est en ligne. Bonjour Alimou. Bonjour Binta, bonjour à tous. Alors, que peut-on retenir de l'audience du jour? Moussa Sy était à la barre pour auditionner comme témoin. Oui, l'audition des témoins a finalement démarré. 22 témoins de la défense, dont 2 absents, Idrissa Seck, 2 témoins de la partie civile et 3 de la mairie de Dakar. 4 témoins sont passés 2 à décharge, 2 à charge. Mais on peut retenir le passage remarqué de Moussa Sy, vous l'avez dit, le maire donc Moussa Sy, qui a soutenu à la barre qu'il connaît très bien les fonds politiques logés à la mairie de la ville depuis qu'il y est en 1996. Et il en a distribué à gogo à toutes les familles religieuses du pays en ont profité. Et c'est lui-même qui portait les enveloppes, sauf que pour Touba, où c'est le maire Pape Diop, en personne qui admet la participation. En 7 ans, il dit avoir distribué plus de 400 millions de francs CFA. Moussa Sy affirme par ailleurs aussi que les fonds de la mairie ont servi à accueillir les hôtes de marque du président de la République Mohamed VI, en l'occurrence Obama, ou encore à organiser des meetings du Parti démocratique sénégalais à Dakar et dans tout le reste du pays. Question alors du procureur de la République. Savez-vous que cet argent a été décaissé sur la base du faux? Réponse de Moussa Sy, je ne le sais pas. Toujours est-il que ces fonds ne passent pas par le circuit normal. Il y a une dérogation faite à ce niveau. Autrement, les percepteurs n'auraient jamais décaissé chaque mois un numéraire 30 millions
de francs CFA, ça aurait fait l'objet d'un virement bancaire. Et les percepteurs le savent mieux que quiconque. Le mécanisme approuvé d'ailleurs par le premier des Sénégalais, à l'époque, Abdoulaye Wade est intervenu pour qu'on puisse donner une forme à cette caisse d'avance, a dit encore Moussafi, puisqu'elle était utile, elle permettait de faire face très vite à certaines dépenses. Lui-même déclare avoir, Binta a été appuyé dans ses activités politiques, et la majeure partie des politiques de ce pays ont profité de ces fonds, a dit encore Moussafi. Question alors d'un avocat de la partie civile, ces fonds politiques profitent-ils aux populations de Dakar? Réplique de Moussafi, les fonds politiques du président de la République, alors profitent-ils eux aussi aux Sénégalais? Mohamed Ali Mouba, merci. Nous allons vous retrouver à 13h. Mambey Niang répond à Idrissa Seck. Le ministre du Tourisme rappelle au président du parti Réumi ses propos. Idrissa Seck avait déclaré, selon le responsable APR, qu'au Sénégal, on peut dilapider l'argent du contribuable sans être inquiété. Mambey Niang, que vous allez entendre, rappelle à l'ancien premier ministre du Sénégal son passé carcéral. Il est au téléphone avec Adama Anouchkaba. Moi, je pense qu'Idrissa, il connaît très bien l'histoire des fonds politiques parce que voilà quelqu'un qui avait dit qu'on peut prendre l'argent des Sénégalais, le dilapider et ne pas rendre compte. Il faut rappeler qu'à la mairie, il n'y a pas de caisse d'avance. Mais maintenant, quand on parle de fonds politiques ou d'autres choses, je pense qu'Idrissa en est expert. Parce que, quand même, il faut rappeler qu'il a eu ces histoires de liberté partielle totale négociée et c'est des milliards qui étaient impliqués et qu'il avait dit que jusqu'à l'extinction du soleil, on ne retrouvera pas. Moi, j'ai produit 24 comptes de Idrissa et notamment dans une banque qui s'appelle Belgolès, qui est connue de blanchir de l'argent sale. Idrissa n'a pas apporté de démenti. Aujourd'hui, il nous parle d'éducation ou d'enseignement. C'est la personne la moins indiquée pour parler d'éducation parce que voilà quelqu'un qui a falsifié son CV, qui s'est donné des diplômes qu'il n'a pas, donc il n'a pas le droit de parler d'éducation, même s'il a reconnu que des investissements ont été faits. Mambey Niang qui répond à Idrissa Seck qui s'est lui-même exprimé ce matin sur nos ondes de marche de l'opposition, d'organisation de la société civile et de syndicats. C'est cet après-midi. La manifestation est autorisée par le préfet. Les organisateurs appellent tous les citoyens à porter le combat pour des élections libres et transparentes. Georges Détché-Diop. Pour une marche, le mot d'ordre est clair et il est relatif au processus électoral. Mamadou Diop Decroix. Pour des élections démocratiques. Donc, la marche a pour objectif d'amener le gouvernement, le président Sall, à discuter avec les acteurs pour que les prochaines élections ne puissent pas se passer comme celles que nous avons connues le 30 juillet dernier. Toutes les dispositions sont prises, une forte mobilisation attendue au regard de l'intérêt pour un renforcement de la démocratie. Pour Mamadou Diop Decroix, tous les citoyens sont concernés. Nous y convions tout le monde. Nous convions l'ensemble de nos compatriotes. La marche est acceptée par les autorités. Il n'y aura pas de gaz lacrymogène, il n'y aura rien du tout. Et donc, nous attendons les Sénégalais sur un thème qui doit les intéresser tous. Donc, parce que des élections normales, ce n'est pas seulement l'opposition, mais c'est tout le monde qui est concerné. Même ceux qui ne votent pas sont concernés. Maintenant, si des élections sincères, ceux qui cela n'intéresse pas, peuvent ne pas venir. Mais je pense que les Sénégalais seront là-bas. Le contexte actuel est aussi caractérisé par le mécontentement profond du monde du travail. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut appeler tous nos compatriotes qui sont dans ces organisations pour qu'ils viennent évidemment montrer qu'ils ne sont pas contents du sort qui leur est réservé. Rendez-vous est donné pour 15h. Les initiateurs de la marche demandent aussi la libération de ceux-là qu'ils appellent les otages politiques. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Une info qui vient de tomber à 12h09. Ce sont les résultats de l'autopsie effectuée sur le corps de Amadou Tidiane Baldé, décédé hier suite à des affrontements à Nianiao. Il est mort par hémorragie externe suite à une plaie de l'artère fémorale droite, blessure par arme à feu de type carabine calibre 12. La dépouille est acheminée à Medina Gounass pour la prière mortuaire
L'inhumation est prévue à Bissau. Le président Macky Sall à Nouakchott depuis hier. Les licences de pêche, sans nul doute, ont été au cœur des discussions entre les deux hommes. Le chef de l'État doit rencontrer les pêcheurs sénégalais à 13h. Nous allons retrouver Mohamed Diop dans nos prochaines éditions. L'oignon importé gelé sans que l'oignon local ne soit disponible et sera disponible que vers la mi-mars. Déjà dans certaines localités, l'oignon se fait rare. Risque donc de tension si l'État ne régule pas le marché, selon l'ASCOSEN qui demande aux autorités de sortir l'oignon restant. Adama Anouchkaba. L'oignon importé se fait de plus en plus rare sur le marché. Les prix continuent à augmenter. L'association des consommateurs a déjà fait le terrain, les sites de production. Le constat, une tension commence déjà à se faire sentir sur le marché de l'oignon alors que la production locale n'est toujours pas sortie. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN. La production locale ne peut arriver que le 10 mars ou au plus tôt le 5. C'est pourquoi ça nous a valu une tension maintenant au niveau du marché. Parce que si le sac d'oignon se vend maintenant à 10 500, 11 000 francs et qu'il y ait de l'oignon au niveau du port, il est temps qu'on ouvre les frontières pour qu'au moins on puisse soulager les populations en attendant début mars. Si la production locale n'est pas disponible à temps, il pourrait y avoir pénurie d'oignons. Mohamed Sissé appelle les autorités à réguler le marché au plus vite. L'autorité doit prendre en charge cette tension qui existe déjà et qui est perceptible. Parce que figurez-vous qu'on consomme 25 000 tonnes par mois. C'était 75 000 tonnes qui devaient être attendues. On n'a donné que 65 000 tonnes, ce qui nous a valu cette tension-là. Et en ce moment, j'avoue que le consommateur est élevé. Des sites de production comme Touba, Matam et Louga n'ont toujours pas d'oignons. N'ont pas d'oignons. Et l'ASCOSEN veut faire respecter les intérêts des consommateurs. De la pomme de terre, il y en aura 150 000 tonnes attendues sur le marché pour cette présente campagne maraîchère. C'est une annonce du directeur de l'horticulture. Dr Makumba Diouf achève une tournée de suivi à l'initiative de l'Association des unions maraîchères. Les producteurs ont saisi l'occasion pour étaler leurs difficultés. À l'Océanu Diagne. Dans 4 semaines, les maraîchers sénégalais vont mettre sur le marché pas moins de 150 000 tonnes de pommes de terre, dont plus de la moitié récoltées dans la zone des Niayes. Une production record obtenue grâce aux efforts combinés des différents partenaires, se félicite Dr Makumba Diouf. Il est le directeur de l'horticulture. On a vu un comportement très satisfaisant des cultures qui permettent de présager des rendements optimaux et donc d'une production optimale. Pour la pomme de terre, nous avons subventionné cette année pour 10 444 tonnes, pour 3 390 millions de francs CFA. On est passé, tenez-vous bien, en 2013, on était à 390 millions. On dépassera largement en tournant autour de 150 000 tonnes au minimum. Ça, c'est le minimum qu'on pourrait avoir. On dépassera largement nos besoins. Ce résultat est aussi à mettre à l'actif de la détermination des producteurs, désormais adeptes des bonnes pratiques agricoles. Cependant, que de difficultés rencontrées tout le long de la campagne. Mamadou Ndiaye, coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. L'accès à l'eau est un problème essentiel dans l'exode et dans la distribution. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons ensemble avec les partenaires qui nous suivent et qui nous appuient, que la direction de l'horticulture, de l'ISRA, la DPV, tous ces services aujourd'hui sont venus justement partager avec nous les difficultés que les producteurs rencontrent, partager avec nous les perspectives. Une production record qui dépasse alors les besoins alimentaires du Sénégal. C'est pourquoi le président de l'AUMN, Mohamed Dia, appelle à la mise sur place d'un schéma de commercialisation fiable qui sera respecté par tous les acteurs de la filière. Louga, Al-Ousseynou Diagne, RFM. Le ministre de l'Agriculture est à Kaolack aujourd'hui et demain. Papa Abdoulaye Seck va s'enquérir du suivi de la campagne de collecte arachidière 2017-2018. Plus aucun cas de dengue au Sénégal. Le ministre de la Santé a convoqué une réunion d'évaluation au cours de laquelle les différents acteurs de la lutte contre la dengue ont passé en revue les différentes stratégies qui ont composé la riposte. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, il ne faut pas pour autant baisser les bras, même si le bilan est satisfaisant. Il l'a dit au micro de Awambaye. Aujourd'hui, on peut parler de 0 cas, mais il ne faut pas effectivement aussi dormir sur ses lauriers. Nous avons effectivement connu au Sénégal, au mois de septembre, une épidémie de la dengue dans la région de Louga. Et pendant 2 à 3 mois, nous nous sommes mis effectivement à la riposte. Une guerre contre effectivement cette épidémie qu'on a bouclée le 18 décembre. Et la procédure, c'est qu'après, il faut faire une revue effectivement après, ce qu'on appelle une revue ex post. Et avant cette revue, je me suis dit qu'il fallait réunir l'ensemble des acteurs pour tirer les leçons et voir comment en tout cas l'opération a été menée.
Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est 3 choses fondamentalement. C'est que la coordination a été très très bien faite du point de vue stratégique. Du point de vue aussi opérationnel, il y a eu une parfaite cohésion entre l'Institut Pasteur, le COUS, le Service national d'hygiène, la région médicale et tous les acteurs devant prendre en charge la bonne riposte au niveau de la DAC. Cependant, il y a toujours, de manière ex-post, d'évaluer pour voir quelles sont les leçons à tirer pour l'avenir. Parce que notre système est un système qui doit être toujours effectivement en alerte pour parer à toute éventualité. Le Premier ministre entre dans la danse pour éteindre le feu qui s'est déclaré dans le secteur de la santé. Mohamed Abdallah Dionne reçoit les syndicalistes. Ce sera lundi prochain, il est 12h16. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna. Rebonjour Binta Diallo. Parlons d'abord de la visite de Macky Sall en Mauritanie. Macky Sall à Nouakchott depuis hier donc, en dehors de la question des licences de pêche, l'entrée du Sénégal dans le G5 Sahel pourrait aussi être évoquée. La France en tout cas est accusée de vouloir faire du forcing. Des observateurs de la scène internationale ont longtemps soulevé ces thèses. On va se rendre dans un instant à Nouakchott pour retrouver Mohamed Diop donc pour plus d'explications. Mohamed Diop sur la possible entrée du Sénégal dans le G5 Sahel. Lors du bref entretien jeudi entre les présidents Sall et Aziz, ils ont évoqué les derniers développements sur la scène internationale. 2 heures avant, Ould Abdelaziz et le Français Emmanuel Macron étaient au téléphone. Encore, ils ont examiné les questions de la sous-région. Actuellement, ce qui intéresse le plus la France en Mauritanie, c'est le déploiement de la force du G5 Sahel, une armée sous-régionale de 5000 hommes destinée à lutter contre le terrorisme au Sahel. Il y a quelques jours, la question était posée à l'ambassadeur de France en Mauritanie. Est-ce que la France voudrait forcer l'entrée du Sénégal dans le G5 ? Le G5 regroupe la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. La réponse était... Je cite, « Le Sénégal est un acteur essentiel dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. » L'ambassadeur français Joël Meyer d'ajouter, « Le Sénégal fait partie de la stratégie Sahel de plusieurs partenaires au développement, dont la France. » Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mohamed Diop, j'ajoute que plusieurs personnalités ont déjà déploré l'absence du Sénégal dans ce G5 Sahel, dont l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Tidiane Gadio. Et nous allons nous rendre à présent en Guinée, Anna. Au moins 50 personnes ont été arrêtées suite aux violences post-électorales. C'est ce qu'indiquent les autorités locales de Kalinko, dans le centre de la Guinée où a eu lieu ces violences. 5 personnes en tout sont mortes. Neifatouli. Depuis les municipales du 4 février dernier, la Guinée fait face à plusieurs cas de violence alors qu'on attend toujours les résultats définitifs de ces élections. Selon le préfet Mamadou Lamarana Diallo, à Kelenko, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'au moins 50 personnes qui ont été toutes transférées à la prison civile de Farana, la capitale régionale. Un député local de l'opposition, Fodé Marega, a quant à lui évoqué un bilan de 3 enfants tués dans l'incendie de leur case et 2 adultes, un homme et une femme. Ils ont été brûlés vifs par des manifestants en colère. Les violences post-électorales ont également coûté la vie à un étudiant de 23 ans à Conakry et une personne à Kindia, dans l'ouest du pays. Ndei Fatouli, parlons maintenant de ce scandale sexuel au Mali. La police malienne a mis la main sur 14 personnes impliquées dans des affaires de pédophilie, de viol, mais aussi de diffusion de vidéos à caractère pornographique. Toutes ces arrestations ont eu lieu en 72 heures à peine. Politique au Gabon, les élections législatives devraient se tenir en avril prochain. En principe, oui, mais à 2 mois de cette échéance, Binta, tout n'est pas prêt, même si le gouvernement gabonais a commencé le redécoupage électoral. À Libreville, les précisions d'Yves Antonio Ogula. Le gouvernement est toujours calé sur le mois d'avril prochain pour la tenue des législatives au Gabon, comme l'a indiqué la Cour constitutionnelle. Seulement voilà, à 2 mois de cette élection, il y a encore beaucoup à faire. Le ministre de l'Intérieur annonce
annoncé dernièrement que le Centre gabonais des élections va être bientôt mis sur pied. C'est cette nouvelle structure qui va désormais gérer toutes les élections politiques au Gabon à la place de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, dissoute lors du dialogue politique. C'est le Centre gabonais des élections qui va désormais annoncer les résultats et non le ministère de l'Intérieur, comme ce fut toujours le cas. À propos de la révision de la liste électorale, elle va se faire bientôt selon le ministre de l'Intérieur, mais avant, il y aura la publication de nouveaux textes électoraux. En ce qui concerne le découpage électoral, il fait l'objet de multiples critiques puisque présentant de graves anomalies, avec des communes rurales moins peuplées qui se retrouvent avec plus de députés que dans les grands centres urbains. Prévues pour se tenir en 2016, les élections législatives ont déjà été repoussées 2 fois. Yvan Tonio Goula, Libreville, RFM. Retour au Mali pour parler de ce scandale sexuel. La police malienne donc a mis la main sur 14 personnes impliquées dans des affaires de pédophilie, de viol, mais aussi de diffusion de vidéos à caractère pornographique. Toutes ces arrestations ont eu lieu, je le disais, en 72 heures à peine. On fait le point avec Adja Aminata Djouf. Dans la première affaire, c'est une fille mineure qui a été victime d'un viol collectif à Bamako. La scène filmée qui circulait sur les réseaux sociaux a provoqué l'indignation de nombreuses personnes. Plus de 10 associations locales avaient demandé l'arrestation des présumés coupables. Parmi eux, un adolescent de 16 ans. La deuxième affaire de viol collectif, toujours dans la capitale malienne, s'est déroulée dans un quartier animé, l'Hippodrome. Là, ce sont 3 personnes qui ont été arrêtées. La police malienne a été plutôt efficace également dans d'autres enquêtes au cours de 72 dernières heures. Par exemple, l'arrestation d'un homme de 75 ans pour pédophilie sur une fillette et 6 autres personnes dont une fille de 16 ans qui distribuait une vidéo à caractère pornographique. Et voilà qui referme cette page internationale, Binta. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole tout à l'heure, les tracasseries au niveau de nos frontières dans l'espace CEDEAO. On en parlera avec Moustapha Diouf, magistrat, auteur d'un livre sur la CEDEAO, et notre confrère Barkaba, journaliste, analyste politique. Ce sera tout à l'heure. RFM Sport. Rebonjour Malal. Rebonjour Binta Diallo. Nous démarrons par du football. Participation des clubs sénégalais en compétition africaine. Amara Traoré appelle à l'unité. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal invite les différents responsables du football local à s'unir autour des équipes engagées en compétition africaine, à savoir Génération Foot et Mbour Petite Côte, pour, dit-il, les pousser à passer ce premier tour pour rehausser le football local sur le continent. Amara Traoré qui s'est prononcé sur la rencontre qui va opposer El Makassa à l'équipe de Génération Foot demain samedi à Dakar et l'équipe de Mbour Petite Côte qui s'est déplacée pour croiser l'équipe de RS Berkane au Maroc. Amara Traoré que nous écoutons. Nous avons en face de nous un football très organisé et très compétitif, surtout le Maroc qui est très fort. Et un football aussi qui maîtrise son calendrier de compétition, avec beaucoup de moyens. C'est des clubs qui ont beaucoup de moyens, contrairement à nos équipes. Donc, mais je pense que dans une double confrontation de match de Coupe d'Afrique, tout est possible. Maintenant, je pense qu'il faut que nos deux clubs, que ce soit Génération Foot, que ce soit Mbour Petite Côte, essaient de faire beaucoup d'efforts, surtout sur le plan stratégique, parce que ça ne sera pas facile pour eux. Surtout que quand on a en face de nous des équipes organisées, je pense que ça va être difficile, mais c'est difficile, mais c'est pas impossible. Bon, surtout qu'actuellement notre football est un peu perturbé par l'affaire des ISO, donc ces éléments perturbateurs qui ont gêné ces compétitions-là, qui ont gêné ces équipes-là. Et j'ai entendu des présidents donc lancer un appel. Maintenant, il faut que les gens essaient de répondre à cet appel-là et que la fédération essaie de les accompagner pour qu'ils fassent le maximum.
Le match Génération Foot contre El Makassa, c'est donc demain. Tout à l'heure, les responsables des équipes étaient face à la presse. Nous y reviendrons. Juste Binta a noté que les internationaux formés à Génération Foot, à savoir Sadio Mané, Diafra Sakho, Ismaïla Sarr, Ibrahima Niane ont contribué. Ils ont mis la main à la poche pour mobiliser 30 000 jeunes issus des différentes écoles de football de Dakar pour les amener au stade Léopold Sédar Senghor afin de pousser l'équipe de Génération Foot à la victoire. La rencontre Génération Foot Mestre El Makassa, c'est demain coup d'envoi 17h. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur la RFM. En attendant, Malal, nous allons parler handball. Le président de la fédération salue le geste du CNOS. Oui, une bourse olympique d'une 30aine de millions allouée à l'équipe nationale féminine du handball. C'était donc hier et le président de la Fédération sénégalaise de hand a salué ce geste. Seydou Diouf estime que cette bourse va permettre donc à l'équipe de bien se préparer pour aller défendre crânement les couleurs du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique de hand, mais également se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Seydou Diouf avec Sodekam. Cette bourse elle a été d'une très grande utilité parce que le ministère des Sports, dans la prise en charge de la préparation de la sélection, nous enferme dans des délais. Mais grâce à la bourse, nous pouvons anticiper parce que pour moi, préparer une CAN, c'est pas quelque chose qu'on fait dans les 15 jours d'avant compétition. C'est quelque chose qu'il faut faire sur l'année en profitant des semaines internationales. Et donc, nous avons, nous, la liberté, sur la base de la programmation de la préparation de la sélection, de dire à quel moment nous avons besoin d'un pourcentage de la bourse. C'est une bourse collective qui fait $60 000, mais nous ne les utilisons pas sur un seul jet. Là, nous allons, au mois de mars déjà, entamer la préparation de la CAN avec un stage en France du 19 au 25 mars. Justement, il y a une partie que le ministère prend en charge, l'autre partie est prise en charge par la bourse d'équipe. Et c'est comme ça que je vois, en tout cas, cette action importante de solidarité du CNOS a choisi, avec l'agrément des différentes directions techniques, au regard des résultats engrangés par le handball sur la période précédente, ils ont accepté de bien vouloir reconduire la bourse d'équipe pour le handball. D'autres fédérations étaient demanderesses, elles auraient pu en prétendre. Je pense au bon travail qui est fait par le volley aujourd'hui, qui avait tous les atouts pour réclamer la bourse, mais d'un commun accord, le comité olympique, la commission technique se sont accordés pour permettre au handball de rester sur cette trajectoire de progrès et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'octroi à d'autres fédérations après la quatrième à l'avenir. Basketball pour terminer, Malal, début de la 5e journée ce vendredi. Avec au programme chez les filles à 17h30, Débaloc contre Asfo. Ensuite à 19h, Djaraf contre l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar. Samedi, nous aurons Duc contre Saltigué, UGB contre la SCC Bop, Isexport contre Saint-Louis Basket Club dimanche, AS Ville de Dakar contre Mbour Basket chez les hommes ce samedi. À 16h30, Université Gaston Berger contre Uzo, Sibac contre Tamba, c'est à 18h dimanche. On aura de belles affiches, Saint-Louis Basket contre Louga, Saltigué contre HLM Basket Club, Mermoz contre ASTS et enfin le choc de cette 5e journée, le Dakar Université Club chez les garçons qui croise l'équipe de l'AS Douanes championne du Sénégal en titre. Merci beaucoup Malal. Merci Bita. RFM, la chronique du jour. Le procès du maire de Dakar et ses enjeux, Mamoudou Ibra Kane signe la chronique actualité. Le procès de Khalifa Ababacar Sall a fond la caisse. Caisse d'avance ou fonds politique, c'est la question, la seule qui vaille. Le juge Malik Lamotte et ses assesseurs rendront un verdict qui fera forcément jurisprudence. Leur jugement fera date. Il nous édifiera enfin sur l'usage qu'on peut et ou ne peut pas faire de la caisse ou des caisses mises à la disposition du maire de la ville de Dakar. On peut le parier, rien ne sera plus comme avant après la décision qui sera rendue dans les prochaines semaines. Coupable ou innocent, Khalifa Ababacar Sall joue son avenir politique. S'il est vrai que le chemin de la prison mène souvent au palais, une condamnation de l'ordonnateur du budget de la capitale pour blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics, escroquerie, faux et usage de faux, une éventuelle condamnation si infamante pour un homme politique de sa trempe pourrait l'éloigner définitivement du fauteuil présidentiel. À l'opposé, seconde hypothèse, une relaxe pure et simple pourrait lui ouvrir grandement les grilles du palais.
Si l'affaire dite de la caisse d'avance n'est pas politique, le maire Sall est convaincu du contraire. L'enjeu de son procès et de ses co-prévenus, il faut l'avouer, est lui très politique. C'est pour cela que la sentence du juge Lamotte est épiée et attendue par les acteurs politiques, plus particulièrement ceux aux ambitions présidentielles déjà connues. Parmi eux, le libéral Idrissa Seck, déjà dans les campagnes, et un certain et non moins libéral Karim Wade, qui, du Qatar où il est en exil volontaire ou forcé, n'est sans doute pas indifférent aux échos du temple de Thémis à Dakar. La présidentielle de 2019 s'annonce être une lutte fratricide entre les trois mousquetaires qui vivaient sous le parapluie du pater Abdoulaye Wade dans le rôle de d'Artagnan. Aux autres prétendants d'empêcher la tripolarisation libéralo-libérale qui s'annonce. Les trois anciens frères de la famille libérale, Athos, Porthos et Aramis, sont incarnés ici par le président Macky Sall, l'ancien premier ministre Idrissa Seck et l'ancien ministre Karim Wade, si tant est que ce dernier puisse rentrer et se présenter. Le sang va gicler. Mais pour vous rassurer, c'est le Sénégal qui a peur, sinon il n'y a rien. Macky Sall Mahmoud Ibra Kane est confronté à un gros chantier, la pacification des axes nord et sud du Sénégal. Le président de la République Macky Sall a du poisson sur la planche en Mauritanie. Mais l'hôte du jour de l'homme fort de Nouakchott n'a pas que du poisson à pêcher avec le voisin de l'autre rive. Il a également du gaz à forer. Cette ressource naturelle que le Sénégal et la Mauritanie ont en commun et ne pourront exploiter que dans une relation apaisée. Sans quoi, il risque d'y avoir de l'eau dans le gaz. Le chef de l'État a dû saisir le double enjeu de l'heure. Il a aussi dû se faire violence pour se rendre à Nouakchott sans attendre que ce soit logiquement son homologue mauritanien qui le fasse en premier. En effet, la tradition africaine et la tradition entre bons voisins voudraient que le président Aziz vienne d'abord présenter ses condoléances à son voisin sénégalais éploré par la mort du jeune pêcheur saint-louisien Fallou Sall, tué par des gardes-côtes mauritaniens. Mais bon, l'amour-propre s'efface quand une question à enjeu vital de la paix entre deux pays déjà très traumatisés se pose. Et la paix n'a pas de prix. Après le nord du Sénégal qui a besoin de paix, espérons que le président Macky Sall se rendra au sud qui a également tant besoin de paix. Quand le nord et le sud d'un pays brûlent, rien ne sera épargné par les flammes. Sans être un adepte de la Macron-mania, reconnaissons pour une fois que le bon exemple vient du jeune président français. Loin de préconiser une solution importée, genre la mention de la Corse dans la Constitution française, la visite de 48 heures en Corse du président Emmanuel Macron, fraîchement rentré de Dakar, devrait cependant inspirer son hôte sénégalais de la semaine dernière. Le pays de Marianne a sa Corse et le pays de la Teranga a sa Casamance. Un C en commun et toute proportion gardée, une problématique séparatiste commune. Un séjour casamancé de notre président accompagné d'une volonté politique encore plus forte en vue d'une solution définitive de la crise ne peut qu'être la bienvenue, surtout après la tuerie de Boffa. Et la Casamance, qui souffre depuis près de 36 ans, a besoin d'un soutien moral présidentiel au travers d'une visite du chef de l'État. L'émotion provoquée par le carnage de la forêt de Boffa-Bayotte et le consensus quasi national sur la question casamançaise sont un contexte favorable. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. La presse du jour, c'est avec Georges Déthié Diop. 2 morts à Nianao dans le département de Vélingara.
Oui, 2 personnes tuées selon Réumi Quotidien. C'est lors d'affrontements entre population et agents douaniers. À l'origine, le paiement d'une taxe dénommée passe avant. Le journal Le Quotidien traite de cette affaire, mais parle plutôt de heurts entre douaniers sénégalais et pèlerins de Médina Gounass qui ont fait 1 mort et 3 blessés graves. Selon Le Quotidien, la victime qui a perdu la vie est un Bissau-Guinéen. Mon confrère explique que des pèlerins Bissau-Guinéens auraient refusé de payer des passes-avant pour accéder au territoire sénégalais. Le Quotidien dit aussi avoir appris que des véhicules de transporteurs sénégalais ont été saccagés à Pirada, ville Bissau-Guinéenne la plus proche du territoire sénégalais. Des Sénégalais ont aussi été tabassés. Des mesures de réciprocité. La Guinée-Bissau est au sud du Sénégal, la Mauritanie au nord. Le chef de l'État est en visite à Nouakchott et cela intervient quelques jours après la mort d'un jeune pêcheur de Guet-Ndar tué par les gardes-côtes mauritaniens. Alors, c'est le calme après la tempête. Et le quotidien national Le Soleil l'évoque à sa une photo des 2 chefs d'État à l'appui. L'apaisement. Le journal qui souligne que la visite a été prévue bien avant le dernier incident mortel rapporte que le président Macky Sall a été accueilli par son homologue Abdelaziz. Le Soleil nous apprend qu'il y a eu une rencontre entre délégations ministérielles des 2 pays et les échanges ont été fructueux et la Mauritanie est dans une dynamique d'apaisement. Macky Sall hors du pays, mais Idrissa Seck ne le lâche pas. À chaque jour, une sortie de l'ancien Premier ministre contre le régime. Et cette fois-ci, le leader de Réumi demande la comparution de Macky Sall. Comparution devant le tribunal correctionnel de Dakar qui juge l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et pour cause, le journal Les Échos le précise, le nom du président est cité parmi les bénéficiaires de la dite caisse. C'est Khalifa Sall lui-même qui a cité Macky Sall. Conséquence pour Idrissa Seck, dont les propos sont à la première page de Vox Populi. Les magistrats devront appeler Macky Sall pour qu'il dise comment il a touché à la caisse d'avance. Du coup, Vox Populi affirme que Idi envoie Macky au fond de la caisse. Mahammed Boun Abdallah Dionne en a aussi pris pour son grade. Le patron de Réumi semble ne pas lui pardonner sa réaction lorsqu'il critiquait la CMU. Selon les Échos, Idi détruit le Premier ministre. L'ancien Premier ministre et ancien maire de Thiès déclare que si le président Macky Sall lui demande d'aller à la télévision pour dire que le soleil se lève à l'ouest, il le fera sans hésiter. Le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, on en reparle avec Tribune. L'État démasqué, pris au piège aussi selon mon confrère. Le journal fait état d'un coup de tonnerre hier au tribunal et pour cause, Tribune rapporte que dans la nomenclature budgétaire du Sénégal, la notion de fonds politique est bien présente aux côtés des fonds spéciaux, des fonds secrets et du fonds de solidarité africaine dans le journal officiel de la République du Sénégal. La défense de Khalifa Sall a brandi devant le tribunal les décrets 2012-673 du 22 décembre 2012. Tribune fait savoir que pour la défense de Khalifa Sall, cette découverte est un point important dans la suite de ce procès au regard des affirmations répétées de la partie civile et du parquet convaincu que les fonds politiques étaient une invention qui ne figurait pas dans l'organisation budgétaire de l'État sénégalais. À la une de Source A, 400 bus chinois à Dakar prochainement. Certitude et inconnue autour d'un projet. Source A apprend que le président de la République s'apprête à inonder le transport urbain et interurbain de 400 nouveaux bus chinois dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine. Seulement, Source A révèle que les véhicules seront exemptés de TVA et d'exonération douanière. Une question sans réponse, selon Source A. Qui sont les privés qui en seront bénéficiaires et dans quelles conditions? Affaire à suivre. En attendant d'y voir plus clair, l'AS nous apprend que Pékin injecte 104 milliards de francs CFA au Sénégal. L'AS fait savoir que la Chine et le Sénégal ont procédé à la signature d'accords et échanges de lettres dont les montants vont atteindre 104 milliards 800 millions de francs CFA. Un projet d'accès à la télévision par satellite est également au programme et va concerner 300 villages du Sénégal. Sport pour terminer, Mondial 2018, les Lions vont jouer 5 matchs amicaux. Une affirmation du directeur de la haute compétition au ministère des Sports, Boun Daouda Diop, dans le stade, qui ajoute que le planning des Lions sera dévoilé mardi prochain lors d'un point de presse de la Fédération sénégalaise de football. Le journal Stade renseigne aussi que les Lions vont être habillés en puma dès mars. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous y sommes, les tracasseries au niveau de nos frontières dans l'espace CEDEAO et même UEMOA. On en parle d'un point de vue avec Moustapha Diop, il est magistrat auteur d'un livre sur la CEDEAO. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour Madame Diallo. Alors Barkaba est également en ligne, notre confrère Barkaba, journaliste, analyste politique. Bonjour Barka.
Bonjour Binta. Alors, Monsieur Diouf, au vu de ce qui s'est passé hier à Nianao, est-ce que cela ne confirme pas qu'il y a toujours des tracasseries au niveau de l'espace communautaire? Bon, je pense qu'il faut d'abord voir ce qui est en cause. Oui, il y a eu un problème de passe avant. Voilà, parce que la libre circulation des personnes et des biens, oui. C'est un texte communautaire qui veut renforcer un peu les échanges intracommunautaires. Absolument. Dans un territoire de plus de 250 millions, mais c'est soumis à des conditions qu'il faut que chaque citoyen de la CEDEAO doit remplir. Quand il s'agit maintenant de citoyens qui viennent d'un pays membre de la CEDEAO pour entrer dans un autre pays membre de la CEDEAO, il ne s'agit pas des personnes elles-mêmes, mais du véhicule qu'ils ont utilisé. Et l'entrée et la sortie des véhicules dans les territoires douaniers des États membres, comme des territoires douaniers de la CEDEAO, est réglementée. On distingue souvent les véhicules particuliers et les véhicules de transport de marchandises, des véhicules à usage commercial. Oui, mais on a comme l'impression que les citoyens qui circulent dans l'espace ne sont pas suffisamment informés par rapport aux mesures Barkaba qui ont été prises pour pouvoir circuler de façon très libre. Les citoyens ne sont pas correctement informés des dispositions législatives en vigueur dans cet espace-là. Mais encore plus grave, Binta, il faut le noter, souvent à un autre niveau, les forces de sécurité préposées au contrôle des frontières, elles-mêmes souvent soit ignorent les textes, soit connaissent les textes, mais appliquent souvent leurs propres lois au niveau des frontières. Et ça, c'est quelque chose de très déplorable parce que depuis qu'on parle d'intégration aussi bien dans l'espace UMOA que dans l'espace CEDEAO, tout voyageur qui a une fois emprunté ces frontières terrestres-là peut témoigner du nombre trop élevé de postes de contrôle, de tracasseries souvent à la tête du client. Et ça pose un problème très sérieux qui montre que, par exemple, pour un pays comme le Sénégal, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a eu 48 heures d'autosatisfaction, presque même de visite, qui a eu même des aspects parfois folkloriques avec l'arrivée de Macron. C'est important que le président français vienne au Sénégal, mais on a été rattrapé par un principe de réalité. Presque juste après la visite de Macron, on a eu cet incident meurtrier, ce drame qui a emporté le jeune Fallou Sall de Saint-Louis. Oui. On parle aujourd'hui d'autres problèmes à la frontière, ce qui montre que on doit redimensionner notre diplomatie et balayer d'abord devant notre propre porte et revenir à la réalité. C'est très bien d'avoir une diplomatie rayonnante au plan international, mais c'est encore mieux de gérer les problèmes au niveau des États voisins qui sont des problèmes trop important. Ce qui veut dire, Barkaba, que malgré le travail abattu par la CEDEAO et même l'UMOA pour une intégration africaine réelle, il y a toujours, M. Moustapha Diouf, de réelles difficultés au niveau des frontières. Est-ce que cela veut dire qu'il faut davantage communiquer et informer? Il faut davantage communiquer, il faut informer, il faut former, aussi bien les acteurs que les citoyens eux-mêmes. Parce que le problème de la libre circulation, c'est franchement un problème qui repose surtout sur les marchandises. Quand on parle des personnes aussi, ou du droit de résidence et du droit d'établissement, c'est pour que les gens puissent avoir la possibilité d'aller dans un autre pays chercher du travail, pour qu'ils puissent aller dans un autre pays s'installer et ouvrir des entreprises. Ce qui fait que il y a moins les barrières frontalières dont la plupart ont été levées, mais le reste maintenant c'est un problème de comportement personnel. C'est souvent la police, la gendarmerie, les douanes et les autres forêts qui sont en tant que service qui sont mis en cause. Et ça demande, comme vous l'avez dit, de l'information, un suivi, etc. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'un plan d'action a été établi
par la commission de la CEDEAO pour 2014-2015. Je ne sais pas si elle a été renouvelée, mais beaucoup d'efforts ont été faits en ce sens, en matière de sensibilisation. Et cela, j'ai vu encore les mêmes problèmes revenir quand je disais le rapport du Centre africain pour le commerce. Oui, c'est parce que la sensibilisation, M. Diouf, de part et d'autre, reste encore beaucoup de choses à faire. Barkaba, quand on parle de libre circulation des personnes et des biens, quand on le dit de façon basique, le voyageur au niveau des frontières pense que tout est gratuit, puisqu'on a dit là, libre circulation. Parce qu'il n'est pas suffisamment informé. Oui, là, on ne peut pas en vouloir aux citoyens lambda s'il n'est pas correctement informé et que si même à un niveau plus élevé, souvent il y a un problème d'interprétation des textes ou d'application de ces textes de manière rigoureuse. Cela revient à dire quoi? C'est-à-dire qu'on multiplie les sommets régionaux dans l'espace UEMOA. On ne reste pas une semaine sans qu'il y ait un séminaire sous-régional par rapport à l'intégration africaine, mais au niveau des États, ça reste un problème. Alors que si on compare ce qui se passe dans notre espace avec l'espace Schengen, c'est dramatique pour les Africains. Actuellement, en Europe, ils ont dépassé ce problème de libre circulation des personnes et des biens. Ils parlent de la notion de complexes régionaux de sécurité. C'est ça qui fait que Binta, et vous l'avez déjà constaté, quand vous quittez Dakar pour aller vous faites escale à Madrid, une fois que vous serez à Orly, vous serez surpris de ne pas être contrôlé de manière beaucoup plus rigoureuse parce que les douaniers d'Orly ou les policiers des frontières préposés à la frontière, la police de l'air des frontières, est certaine que les homologues madrilènes ou bien les homologues portugais ont déjà fait le job. Absolument. Donc nous sommes quasiment même nous au Moyen-Âge par rapport à l'espace Schengen. On devrait dépasser cette histoire de libre circulation des personnes et des biens, appliquer les textes, mais ça on ne peut le faire que si les dirigeants africains cessent de penser qu'il faut être reçu à l'Élysée ou aller se faire voir à Washington pour pouvoir... C'est-à-dire que c'est le défi régional, c'est l'intégration régionale qui n'est pas une réalité. Les États africains ne connaissent même pas leurs voisins. Ils s'y rendent de temps en temps pour y faire des inaugurations ou quand un président prête serment, mais il n'existe pas encore, je suis désolé de le constater, une réelle volonté commune de s'intégrer, d'appliquer les textes. Même les gens qui sont souvent proposés aux frontières, quand on les amène là-bas, on considère souvent que c'est une sanction. Actuellement, les postes diplomatiques les plus importants pour les diplomates sénégalais, je suis désolé, c'est pas Bissau, c'est pas Conakry. Les gens pensent que si on est ambassadeur en France, c'est beaucoup plus valorisant quand on est à Bissau ou à Bamako. Mais justement, c'est un complexe hérité de la colonisation et il faut que ça cesse. Oui, absolument. Il y a des défis sécuritaires extrêmement importants. Dans un contexte de terrorisme. Dans un contexte de terrorisme. Et il y a des défis économiques. Oui, absolument. Actuellement, les postes les plus importants pour nous, ça doit être Banjul, ça doit être Nouakchott. Mais pas qu'on ait une diplomatie trop aérienne, trop... L'époque de Doudou Cham, c'est fini. On est dans une ère nouvelle, une ère d'intégration. Et on est tellement peu conscient de ça va vous retrouver... que les Marocains viennent dire qu'eux, ils veulent adhérer à la CEDEAO. Mais justement, on vous retrouve tout à l'heure, Barka. On va terminer avec Moustapha Diouf. Est-ce que avec la CEDEAO des peuples, au rythme où vont ces tracasseries frontalières, ne risque pas d'être une chimère? Voilà, à ce sujet-là, il faut dire que si, objectivement, au niveau de la volonté politique, il y a des choses qui restent à faire, mais il y a quand même une base qui permet aux gens la libre circulation des personnes et des biens. Mais le reste, c'est le système de contrôle des comportements. C'est-à-dire que c'est des insuffisances en matière de gouvernance nationale qui ressurgissent sur la gouvernance communautaire. L'espace Schengen, ce qu'on peut admirer chez eux, c'est peut-être le degré de sophistication du contrôle des comportements. Parce que même quand vous êtes dans un territoire national, pour quitter par exemple le Saint-Louis et aller à Ziguinchor, mais vous pouvez faire 10 contrôles. Et pendant ces 10 contrôles-là, vous pouvez être victime de tracasseries qui consistent en raquettes, en perte de temps, etc. C'est ça qui ressurgit aussi au niveau de la gouvernance communautaire ou au niveau des frontières aussi, on rencontre le même type de comportement. Moi,
Je pense que pour régler ce problème-là, il faut que de même qu'il y a une police des polices à l'intérieur des États, il faut qu'il y ait une police des polices à l'intérieur des frontières. Vous voyez, pour que nous surveillons nous-mêmes, mais avec des mécanismes de surveillance assez sophistiqués. Si ce n'était pas des mécanismes de surveillance assez sophistiqués, l'espace Schengen aurait été le même que le nôtre. Hein? Oui. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant pour le Wolof. Monsieur Moustapha Diouf, magistrat, auteur d'un livre sur la CEDEAO, également Barkaba, journaliste, analyste politique. Rappel des titres: entre déballage et tension au menu du procès du maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall et ses co-prévenus font face au juge. 5e jour d'interrogatoire. Sur le fond, nous étions au palais de justice. Moussassi, le maire des Parcelles Assainies, a été auditionné comme témoin. Idrissa Seck, très mal placé pour attaquer le président Macky Sall par rapport à la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Propos de Mambaï Niang, responsable du parti APR, rappelle au président Réumi son passé carcéral et ses propos sur sa gestion des fonds politiques sous le magistère du président Abdoulaye Wade. C'est la fin de ce grand journal. À la technique, il y avait Vincent Diop. À la réalisation, Barthélémy Ngom, que vous allez retrouver dans un instant pour le grand journal en Wolof. Merci d'avoir suivi.